Merci et bonjour à tous et merci en particulier à nos amis d'AEMA Group. Je vois Pascal, son président. Je vois... Ah si, ils sont là, pardon. Bah, ouais, mettez-vous là, Jean-Louis. Et on vient d'ailleurs de renouveler avec le groupe AEMA la convention qui soutient ESS France et j'en suis évidemment fort heureux. Et maintenant, c'est la troisième année consécutive que nous organisons cet événement de rentrée dans ces locaux-là qui s'y prêtent plutôt et locaux qui ont connu d'ailleurs quelques grands événements de l'économie sociale et solidaire. Je suis très heureux d'ouvrir cette rentrée dite politique de SS France en présence d'Olivia Grégoire, notre nouvelle ministre, et ancienne ministre, et nouvelle à nouveau. Et donc, vraiment, très sincèrement, on s'est déjà dit officieusement, par des échanges de SMS pendant la fin du mois de juillet, par là, par exemple, qu'on est très heureux de prolonger une façon de travailler ensemble qui est empreinte de confiance, de conviction commune, sans aucun doute également. Et donc, nous sommes impatients de passer aux actes, évidemment, dans une configuration un peu différente, mais à laquelle on va évidemment s'adapter les uns et les autres. Moi, c'est sans doute la dernière fois que je fais cette rentrée politique, parce que mon mandat prendra fin en juin prochain pour SS France, mais je serais très content, par contre, que ça coïncide avec un anniversaire des 10 ans de la loi de 2014, puisque nous ferons les 12 et 13 juin 2024 un grand événement, j'espère avec au moins autant de monde qu'aux universités d'été de l'économie de demain, ça c'est pour nos amis du mouvement Impact France, qui montrera le dynamisme de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons décidé jusque-là, jusqu'en juin 2024, d'avoir un fil rouge de nos actions de plaidoyer et plus généralement de nos actions de tout court autour du pouvoir transformateur de l'ESS. Et vous allez voir que les deux tables rondes qui vont suivre vont essayer de l'illustrer et j'essaierai de conclure également. Pourquoi parler de pouvoir transformateur de l'ESS aujourd'hui? Oui, excusez-moi, mais je vais lire mon discours en fait. Je me suis un peu fatigué. Donc... Tout d'abord parce que les origines sociales, philosophiques et religieuses de l'ESS convergent pour former cette racine commune qui consiste à donner corps à l'émancipation économique et sociale de la société civile organisée et du mouvement social également, pour une part significative de ses conquêtes. Moi, j'ai coutume de dire, je pense pour le coup avoir apporté cette originalité-là, en tout cas cette contribution, j'ai coutume de dire que notre modèle social et républicain est souvent l'illustration de ces conquêtes pour créer ou protéger le commun et parfois pour ouvrir de nouveaux chemins. Je vais citer quelques exemples, évidemment, je ne serai pas exhaustif. Mais les mutuelles santé, pour lutter contre la misère, pour soustraire la santé et la protection sociale du paternalisme patronal ou religieux tels qu'ils existaient au XIXe siècle. Les banques coopératives, pour permettre à chacun d'accéder au crédit quand les banques, à l'époque, à la fin du XIXe siècle, ne s'intéressaient qu'aux grandes familles, aux négoces et à l'industrie, et pas du tout à vos besoins de particuliers ou de petits entrepreneurs. Les assurances mutualistes, pour permettre aux clientèles non rentables ou trop risquées de se protéger contre les accidents ou l'incendie. On l'oublie, on est ici à la Massif, je sais qu'il y a des amis d'autres mutuelles par ailleurs, mais avant que ce soit les mutuelles qui s'en occupent, personne ne s'en occupait. Aujourd'hui, ça fait partie de votre quotidien. Tout ce que je viens de dire, la santé, l'accès au crédit, l'accès à l'assurance contre l'incendie ou les accidents. Mais aussi les entreprises d'insertion, pour sortir les plus éloignés de l'emploi, de l'économie informelle, du chômage et de la précarité. La prise en charge du médico-social par les associations et les fondations et les mutuelles, pour soulager les familles, mais surtout pour être sûr qu'aucune logique lucrative ne prendra le pas sur la considération de la dignité de chaque être humain, y compris et surtout les plus vulnérables, mais j'y reviendrai pour des raisons d'actualité. Les SCOP et les CE plus récemment, pour permettre à chaque salarié de décider de la feuille de route de son entreprise et en cela remettre en cause les seules logiques de subordination inhérentes au salariat. L'éducation populaire, pour diffuser la connaissance et favoriser l'émancipation au-delà de l'école. Je m'en arrête là avec les exemples, mais vous voyez que si vous y réfléchissez, si nous prenons chacun le temps de réfléchir à ce que l'ESS a pu concrètement apporter dans ces différentes formes d'activité, à ce qu'est notre vie quotidienne et surtout à ce que nous souhaitons comme modèle de vivre ensemble, c'est-à-dire notre contrat social et républicain, vous voyez que l'ESS y prend une part très importante. Et pour pousser encore un peu plus loin le bouchon, je dirais aussi que le triptyque républicain s'incarne parfaitement dans l'ESS. La liberté de s'associer pour agir, l'égalité entre les parties prenantes pour décider et posséder, et enfin la fraternité de l'action collective et des finalités. Mais une fois qu'on a fait ce panégyrique, pourquoi l'ESS a-t-elle pu réaliser et incarner ses conquêtes? Eh bien, l'ESS doit largement ses conquêtes à l'engagement
militants et collectifs, mais aussi à des règles spécifiques d'organisation de ces activités, ces statuts, donc parfois décriés, qu'il ne s'agit en aucun cas d'oublier ni de brader. C'est ainsi que nous avons dans l'ESS un autre rapport à la plupart des déterminants de l'action économique. D'abord, un autre rapport à la propriété. Dans l'ESS, nous favorisons et protégeons la propriété collective et indivisible. Ce que nous produisons profite à tous et n'appartient à personne ou à tous. Le partage équitable de la valeur est donc la règle, même si c'est parfois perfectible avec l'ensemble des parties prenantes. Ensuite, un autre rapport à la prise de décision. L'ESS participe de la vitalité démocratique de notre pays, car elle favorise la citoyenneté économique et plus généralement les formes d'engagement démocratique. Un autre rapport au territoire. Le territoire n'est pas un bassin de vie où on peut se servir des ressources humaines et naturelles, mais bien un territoire à servir et dans lequel exercer sa responsabilité, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant qu'entreprise. Un autre rapport à l'innovation. Depuis les premiers exemples d'activités solidaires datant de l'Antiquité, ou du Moyen-Âge encore plus récemment, l'ESS a su transformer la société grâce à sa force d'innovation sociale, imaginée par le collectif, incarnée dans de nouvelles activités ou par de nouveaux métiers. Un autre rapport à la lucrativité, évidemment. Comme dans toutes les activités économiques, il ne s'agit pas de perdre de l'argent. L'ESS recherche en permanence la rentabilité de ses activités. Mais elle n'a pas à raisonner prioritairement en termes de rémunération du capital. Elle incarne volontiers une forme de performance, mais elle a, depuis longtemps, élargi cette performance à des considérations dictées par l'objet social de ces entreprises et souvent par l'intérêt général. Un autre rapport aux besoins réels de la population et à la consommation. Nos organisations rejettent la marchandisation et agissent pour soustraire certaines activités humaines de la logique, soustraire à la logique d'accumulation du capital en remettant les aspirations populaires au cœur des décisions. Elles encouragent les comportements responsables et permettent à des territoires ou à des populations d'accéder à des biens et services qui, sinon, seraient trop éloignés ou trop chers. Enfin, un autre rapport au temps. L'ESS est naturellement tournée vers le temps long, vers le capital patient. Elle est aussi de ce fait une force de tempérance et de sobriété face à l'hubris du capital prédateur de la nature et des hommes. Tout ce que je viens d'énumérer n'est pas que du droit. Souvent, mais pas que. Tout n'est pas dans l'article 1 de la loi de 2014, ni d'ailleurs dans les lois qui régissent les organisations et les entreprises de l'ESS. Pour quelques raisons simples, parce qu'au-delà de la loi, ce que nous faisons au profit de la société, de l'environnement, de la démocratie, c'est d'abord le produit de notre liberté sans cesse renouvelée et pas d'une injonction de quelque nature qu'elle soit. En cela, si je voulais être un peu moqueur, je dirais que nous sommes des entrepreneurs sociaux. C'est le résultat de nos engagements collectifs, parce que nous ne croyons pas à la figure du dirigeant providentiel, quelles que soient les qualités de nos dirigeants. C'est aussi la force inépuisable de la citoyenneté en action, parce que nous ne croyons pas que c'est le capital qui fait avancer le monde, d'où notre volonté de le tenir à distance. C'est pourquoi, permettez-moi quelques mots un peu énervés ou agacés. C'est pourquoi l'obsession de quelques esprits isolés, qui s'acharnent à vouloir saboter le travail de définition et de rassemblement permis par l'article 1 de la loi de 2014 autour de ces principes, me semble parfois un peu pathétique. On peut toujours s'épuiser. Il y a des gens ici qui ont des spécialistes, moi compris, dans des débats stériles à n'en plus finir sur ce qu'est l'ESS. Ça nous a occupé parfois pendant quelques années, voire quelques dizaines d'années. Mais ce n'est pas notre vision à ESS France, où nous préférons l'action, et c'est un débat d'ailleurs tranché non seulement par le législateur, ce qui déjà en soit une raison suffisante, pas définitive mais suffisante, mais aussi par les acteurs de l'ESS eux-mêmes à la quasi-unanimité. À ESS France, nous voulons rassembler, fédérer, accueillir de nouveaux réseaux pour faire grandir l'ESS. Nous ne prétendons pas juger et encore moins exclure sur la base de positions peu sérieuses de la part d'acteurs pas toujours exemplaires et méthodes parfois contestables. Nous sommes au travail, quand d'autres semblent découvrir le vertige des réseaux sociaux. Ce que nous faisons, excusez-moi, c'est pas faire des posts, c'est renforcer les missions des CRES. C'est développer les PTCE.
c'est faire du travail de prospective sur les filières d'avenir pour l'ESS. Vous les avez à la sortie. Faire des travaux d'intégration à France 2030, et c'est pas simple. Avoir des débats de fond sur la non-lucrativité pour qu'elle soit mieux définie, mieux reconnue. Faire un travail d'évaluation sérieux sur l'agrément ESUS. Avoir un engagement fort pour la reconnaissance internationale et européenne de l'ESS. C'est créer bientôt une union du réemploi solidaire pour peser plus fortement dans les dispositifs d'économie circulaire tels qu'ils résultent dans leurs encouragements par la loi AGEC. Alors certes, un collectif comme ESS France n'est pas toujours des plus faciles à animer. Nous sommes divers par nos statuts, motivation, activité, histoire. Mais nous avons décidé ensemble de privilégier le collectif, le rassemblement, le débat sans agressivité pour trouver les convergences. Nous l'avons fait, nous le ferons encore, indéfiniment, parce que nous sommes loyaux les uns aux autres. C'est ainsi que nous pourrons nous donner, et nous allons en débattre, des objectifs nouveaux et connaître de nouvelles fiertés partagées. Alors, pour entretenir ce pouvoir transformateur, car il y a bien des choses à faire, et souvent bien plus grandes que nous et nos petits débats, je nous invite à réfléchir à ce que nous allons pouvoir faire, et c'est pourquoi je vais passer la parole à présent à Pascal Michard.